Merci, cher ami. C'est un grand plaisir d'être parmi vous pour vous parler de mon expérience concernant l'utilisation des anesthésiques locaux dans l'anesthésie loco-régionale et l'apport de l'échographie. C'est clair qu'actuellement, c'est une question très très intéressante. Il n'y a pas un congrès où vous partez, il n'y a pas une conférence concernant le choix des anesthésiques locaux dans l'anesthésie loco-régionale. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il faut choisir un anesthésique local avec un grand volume et une faible concentration ou un petit volume et une grande concentration? Quel volume choisir? Quelle soluté anesthésique choisir? Et quelle concentration? Ce que cela veut dire, quelle dose? Pour cela, il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients de l'utilisation de gros volumes et de faible concentration ou le contraire. Cela veut dire, encore une fois, que l'utilisation de l'échographie a permis, dans un certain nombre de mesures, de réduire le volume d'anesthésique locale utilisé et elle a augmenté certainement le taux de succès des blocs nerveux et elle a participé à la diminution des effets secondaires liés à l'utilisation des anesthésiques locaux, aussi bien en termes d'anesthésie locale, de toxicité systémique que de toxicité locale, cétotoxicité neuronale et cétotoxicité musculaire. La diminution de volume de concentration ne doit pas compromettre la qualité d'analgésie et la qualité d'anesthésie. Parce qu'en fait, l'objectif final, c'est d'assurer une anesthésie loco-régionale avec une anesthésie chirurgicale. Ça, c'est très, très important. Ça doit être un challenge de trouver un volume qui est un compromis entre le maximum d'avantages et le minimum d'effets secondaires de ces anesthésiques locaux. Donc on peut dire déjà que l'échographie a participé certainement à la diminution des volumes des anesthésiques locaux. Quels sont les anesthésiques locaux qu'on peut choisir? Classiquement, actuellement, il faut savoir, plus l'anesthésique local il est efficace, il est puissant, plus sa toxicité est élevée. C'est pourquoi actuellement, on a la tendance à utiliser la mipivacaïne, la lidocaïne, la ropivacaïne et la forme racémique de bibivacaïne. Bon, malheureusement, on n'a pas encore la ropivacaïne chez nous, mais ça va certainement arriver dans les mois à venir. Mais pour vous dire, actuellement, la lidocaïne, la mipivacaïne, la ropivacaïne et la lévopivacaïne sont des molécules à choisir. Quelle concentration? Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, l'échographie et bloc nerveux, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il a participé à la réduction des volumes et des concentrations. Mais il a également participé à réduire un certain nombre de complications mécaniques, telles que par exemple le pneumothorax pour le bloc infraclaviculaire, telles que par exemple la réduction de l'atteinte de la motricité au niveau pour le bloc fémoral pour le biceps, et également pour le bloc interscalnique, elle a réduit donc la parésie diaphragmatique qui est un avantage post-opératoire. Alors, il est clair qu'actuellement, on peut dire que la tendance c'est de réduire le volume. Dans une méta-analyse, on a constaté, dans cette étude, on a constaté qu'en dépassant 30 ml d'anesthésique locale, quelle que soit la concentration, on a plus de risque d'avoir une cytotoxicité locale. Comme quoi, ce volume de 30 ml reste quand même une barrière intermédiaire qu'il ne faut pas dépasser pour réduire. En fait, dans cette méta-analyse, on a constaté plus les patients qui ont plus de complications, à savoir une myotoxicité ou une neurotoxicité locale, ils ont reçu plus de 30 ml. Donc, il paraît que 30 ml est quand même une barrière à ne pas dépasser. La myotoxicité, c'est quoi? C'est l'atteinte locale au niveau de la voie oxydative par les effets des anesthésiques locaux sur le muscle. Et ça pose énormément de questions. Est-ce que, par exemple, on est en droit de faire un bloc fémoral pour un grand sportif? D'autant plus que cette myotoxicité, elle est actuellement démontrée sur le plan anatomique avec une nécrose musculaire au niveau du muscle quadriceps. Donc ça, et qui va régénérer au bout de 3, 4, voire 5 semaines. Est-ce qu'on est en droit de faire ce bloc fémoral chez les grands sportifs? Donc c'est pourquoi il faut prendre en considération de tous ces éléments-là pour choisir la molécule nécessaire pour assurer votre anesthésie. Alors, maintenant, on peut résumer en quelque sorte les volumes. C'est une anesthésie à la carte.
C'est-à-dire, par exemple, pour le bloc interscalénique, on peut choisir la ropivacaïne à 5% ou la bupivacaïne à faible dose pour l'analgésie à 0,125. Et le volume actuellement pour assurer un bloc analgésique pour le bis, c'est entre 5 à 20 millilitres. Moi, je pense qu'un compromis de 14-15 millilitres est largement suffisant pour assurer une analgésie. Quel est le bénéfice de réduire? C'est vrai, c'est de réduire la toxicité, comme on a dit, locale, et la toxicité systémique, mais également réduire la parésite diaphragmatique qui risquerait d'être un handicap chez les patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire, d'autant plus que ce bloc il est contre-indiqué chez les patients qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Pour le bloc supraclaviculaire, c'est vraiment très difficile. Actuellement, la majorité des études sont d'accord que moins de 30 millilitres, on est vraiment un bloc il est vraiment incomplet. Donc c'est pourquoi il faut savoir utiliser une dose assez suffisante, parce que quand même, si on utilise une dose moins de 30 millilitres, on risque de ne pas bloquer le C7 et le C8, donc on va avoir un bloc incomplet. Donc tous les blocs qu'on va utiliser, supraclaviculaires utilisés à moins de 30 millilitres, on est obligé d'ajouter une sédation supplémentaire. Pour le bloc infraclaviculaire, c'est pareil. Alors que pour le bloc axillaire, actuellement, il y a beaucoup d'écrits. Quand vous tapez sur Google ou sur PubMed, sur le bloc axillaire, il y a plein d'écrits. Il y a plusieurs articles. Il y a des articles qui parlent de volume 1 millilitre par nerf, ce qui est exceptionnel. Et je ne pense pas, d'après d'ailleurs, vous allez voir une analyse d'un des plus grands anesthésistes locaux-régionistes de New York, qui est responsable de cette NISORA, qui en fait, 1 millilitre, c'est vraiment un risque accru pour entraîner des traumatismes nerveux. Parce qu'en fait, ce qu'on dit 1 millilitre, c'est-à-dire que vous devriez être très très précis et trop près du nerf pour assurer ça. Et d'autant plus que 1 millilitre, vous allez assurer certainement une analgésie, mais qui ne va pas durer certainement plus longtemps que pour utiliser à 4 minutes. Mais le compromis actuellement, c'est ce qu'on appelle la concentration ou le volume minimal efficace pour bloquer un nerf. Pour le bloc axillaire, c'est entre 3 et 5 millilitres. Ce qui revient à dire, c'est en 15 et 20 millilitres, ça paraît un volume qui est conséquent. Pour le bloc fémoral, c'est surtout un bloc analgésique. Il paraît que maintenant la bupivacaïne à 0,0800, c'est-à-dire divisé par 6, la concentration de 0,5, à une vitesse de 5 ml par heure, il paraît que c'est un bon élément pour assurer une analgésie sans toucher la motricité du muscle biceps, donc qui permet aux patients d'assurer une analgésie ou plutôt une kinésithérapie active et sans réduction de la force musculaire. Alors, au total, on peut dire qu'actuellement, qu'il y a une dose qui est efficace, c'est ce qu'on appelle la dose optimale. On ne peut pas réduire jusqu'à l'infini, mais il faut avoir un compromis entre efficacité et réduction des inconvénients d'anesthésie locale, également assurer une anesthésie chirurgicale, réduire les complications des anesthésistes locaux, et sans oublier bien sûr l'apport de l'échographie qui est actuellement un élément très important. Donc s'il y a un élément sur lequel l'échographie a participé dans l'essor de l'anesthésie locale, c'est la réduction du volume, et c'est très important, et la réduction des complications. Il n'y a pas d'article qui montre ça, mais certainement dans les années à venir, on va voir que ça va être confirmé. Alors, quel est le volume idéal? Il n'y a pas de volume idéal, c'est volume en fonction de bloc et en fonction de type d'anesthésie. Par exemple, pour l'anesthésie au bloc axillaire, celui qui a utilisé 1 millilitre, c'est pour une chirurgie très superficielle. Donc, on ne peut pas... Il y a un biais dans la sélection des patients. Et pour l'analgésie, je pense que pour le cathéter, 3 à 6 millilitres donc, reste quand même un bon compromis pour assurer une analgésie efficace sans toucher, bien sûr, à la qualité de l'analgésie et réduire les effets secondaires. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Bouagad. Alors, effectivement, donc, tu as ta conclusion sur le compromis, justement. Donc, on a oublié un paramètre important, c'est la durée de l'intervention. Comment faire le compromis entre, effectivement, diminuer la dose, diminuer la concentration et la durée de l'intervention? Très bien. Donc, toute la question est là. En fait, il y a certains papiers, comme vous allez voir, que réduire le volume, cela ne va pas dire qu'il va toucher à la durée d'intervention. Pourquoi?
Parce que, quand vous voyez ces papiers-là, que l'anesthésie, elle a été réalisée sous échographie, avec des médecins experts en anesthésie locale-régionale, et qui assurent la couverture du nerf le plus proche possible. D'ailleurs, sur le plan anatomique, pour bloquer un nerf, il faut couvrir 6 mm de longueur. Donc, si on prend ça sur le plan anatomique, on prend donc sur le laboratoire, on prend le nerf du rat, 1 millilitre, ça permet de couvrir plus de 1 cm, voire 2 cm du nerf. Donc, pour vous dire, ici, l'échographie a participé certainement à améliorer la qualité d'anesthésie sans toucher à la durée d'anesthésie. Donc, c'est pourquoi il est clair maintenant, il est établi que il ne faut pas réduire le volume jusqu'à l'infini, mais faire un volume qui permet d'assurer une anesthésie de durée compatible avec la nature de la chirurgie. Merci. Alors, une question qui arrive de Rabat, une dose. Tu as parlé tout à l'heure de la dose optimale. Vous avez une question sur la dose optimale. Est-ce qu'elle est équivalente à un cathéter? Est-ce que les cathéters vont disparaître? Alors, les cathéters ne vont certainement pas disparaître. Pour certains blocs, oui. Par exemple, pour l'analgésie, pour la chirurgie des genoux, effectivement, il y a tendance actuellement à utiliser ce qu'on appelle des blocs sélectifs au niveau du genou avec des infiltrations. Par contre, pour l'analgésie ou pour l'analgésie post-opératoire, pour le coude et pour le membre supérieur, l'épaule, les cathéters sont là et ils vont certainement continuer à assurer une analgésie efficace dans le cas d'une analgésie multimodale. Une autre question qui arrive de Blida. C'est magnifique ça. Est-ce que les blocs infraclaviculaires, supraclaviculaires et le bis sont contre-indiqués en cas de BPCO? C'est vrai que c'est une question très intéressante. Moi, personnellement, je ne ferai pas de bloc infraclaviculaire ni de bloc supraclaviculaire chez le patient qui est en insuffisance respiratoire chronique. Pourquoi? Pour l'infraclaviculaire, vous savez, c'est des malades qui ont une insuffisance respiratoire avec un bronchomphysème et le risque de faire un pneumothorax là est très très accru. Deuxième chose pour le bloc supraclaviculaire, parce que quand vous faites un bloc supraclaviculaire, c'est un bloc intermédiaire entre le supraclaviculaire et l'interscalinique. Donc certainement, il y a une augmentation, plutôt un passage d'anesthésiques locaux vers le haut. Ils peuvent toucher donc donc pour le bloc interscalinique, donc pour le bloc supraclaviculaire, effectivement, il peut y avoir un passage ou une infiltration du nerf pour il assurer donc la parésie diaphragmatique, le nerf phrénique. Alors une question qui arrive de Dakar. Est-il encore possible d'utiliser l'association lidocaïne-bupivacaïne? Alors, l'association lidocaïne avec bupivacaïne, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si comment dire, c'est l'objectif de l'anesthésie de la chirurgie. C'est toujours avoir la cible. La cible, c'est quoi? Si vous avez une chirurgie de 30 minutes ou 45 minutes, donc la lidocaïne 1.5 ressemble à un très bon produit pour assurer. Si vous voulez, par exemple, assurer une chirurgie de 2 heures qui semble, à mon avis, ne pas faire l'anesthésie locale quand la chirurgie dure 2 heures, parce que, imaginez un patient qui reste 2 heures, le bras allongé le long, sur la table, donc 2 heures, c'est un peu trop. Par contre, associer lidocaïne et bupivacaïne, peut-être on va gagner sur le délai d'installation de bloc, peut-être sur l'analgésie, mais on ne va pas gagner sur les effets secondaires qui sont là et qui sont somatiques. C'est-à-dire qu'il y a une sommation des effets secondaires. Donc, il est actuellement conseillé, recommandé d'utiliser une seule molécule.